Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instigateurs, le podcast des affaires francophones sans filtre au Québec, dans les Maritimes, Canada Wide. Dave, bonjour, comment ça va? Salut, man, ça va bien dans notre nouveau setup chez Limonade à Laval. Merci, big up à la gang de Vincent et la gang de Limonade. Très beau setup. Oui, on était très bien accueillis d'ailleurs aujourd'hui. Pour vous présenter un petit peu notre nouvelle mouture 2.0 des Instigateurs, aujourd'hui, on a un beau setup avec Dave qu'on va appeler Groundé, solidement groundé avec Dave. Et on aura la contrepartie chaque 2 semaines avec moi qui va s'appeler Brut et... Hey, je me souviens même plus, c'était quoi? Brut et sans filtre. Brut et sans filtre. Comme le café. That's sans my boy. filtre. That's it. Du Brut de brut. hardcore. Le Folgers de l'entrepreneuriat. Brut de brut. Yes. Donc, Dave, aujourd'hui, à l'heure du jour, OK? Réalité ou fiction sur les réseaux sociaux. Ah, j'aime ça. On a vu récemment dans plusieurs médias populaires, on va pas les nommer, mais ça commence par T, ça finit par VA, une nouvelle série, peu importe, qui s'appelle Vie de rêve, avec des dames, des femmes, qui font beaucoup de sous, qui boivent beaucoup de rosé, puis qui font de la TV, d'une certaine manière. Ouais. Moi, c'est pas nécessairement mon vibe tant que ça, mais je trouvais ça intéressant parce qu'on voit beaucoup de jeunes entrepreneurs qui vont regarder ça, qui vont mettre ça sur un piédestal, qui vont dire « Oh my God, être entrepreneur, c'est tellement fucking nice. Quand en fait, dans la réalité, c'est pas toujours le cas et des fois, les mythes, la réalité, la fiction se croisent. Fait que j'aimerais te demander aujourd'hui, là, premièrement, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'authenticité, je vais le dire, ces réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit versus qu'est-ce qu'on voit pas, qui qu'on croit pas, tu sais, est où la ligne? Fait que dans ton cas à toi, là, comment tu fais pour départager sans dire le vrai du faux, mais tu sais, le seté versus le naturel. Bien, tu sais, cette émission-là, par exemple, c'est intéressant parce que ça montre aussi une partie de l'entrepreneuriat, de personnes aussi qui ont beaucoup de succès, ou que ce soit les conjoints ou les entrepreneurs qui font partie de cette émission-là. Fait que c'est une des parties, mais c'est pas toutes les parties. Et il faut faire attention ici de ne pas vendre non plus l'entrepreneuriat comme quelque chose que c'est la réalité du quotidien entrepreneurial, tu sais. Fait que quand on est un jeune entrepreneur, il faut se rendre compte que pour en arriver là, il y a fort probablement des grosses années de grind derrière, il y a des grosses années de travail derrière. On n'a pas le contexte de tout le monde. Okay? Donc, il faut faire attention avec ça quand on part en entrepreneuriat en pensant que c'est ça qui va arriver. Ça va être un petit peu plus... la réalité va te rattraper à un moment donné. Là. Parce qu'on voit souvent, ça va être les gros chars, les gros voyages, les grosses shapes ou les gros attributs, disons, et du beau linge, des belles chaussures, du wow, du glam, du wouhou. Est-ce que tout le monde que tu connais, je sais que tu as un mastermind d'affaires justement avec des bons chums à toi, tout ça, tu as du monde là-dedans qui font des multiples seven figures, donc pour les non-initiés, c'est plusieurs millions de dollars par année. Des gens, souvent, qui sont très ordinaires dans leurs habitudes d'achat, qui vont se payer, de l'extra, des choses cool. On parlait de monde tantôt, ces choses-là, mais ça reste que c'est tout le temps une petite partie de leur income vraiment disponible. Toi, c'est quoi, mettons, le genre de type que tu vois là-dedans qui serait un piège dans lequel ne pas tomber pour un jeune entrepreneur qui se lance aujourd'hui? Là, quel conseil tu donnerais à un jeune qui commence à faire son premier 10, 12, 15 000 récurrents par mois? Là? Comment tu fais pour le coacher, justement, pour éviter qu'il tombe dans le piège? Bien, c'est intéressant parce que dès le départ, souvent, un entrepreneur veut la liberté. Veut la liberté de temps, veut la liberté créative et veut la liberté financière. Généralement, quand tu commences à avoir un peu de succès financier, tu vas aller chercher ou tu vas être tenté d'aller chercher ce que tu n'as jamais eu, le char, les affaires, etc. Puis je me souviendrai toujours, quand j'ai commencé à faire de la bonne argent, et j'avais quelqu'un qui m'aidait au niveau de ma structure financière. Et lui, il avait été advisor pour des gars de la NBA dans ce temps-là. Fait que là, ce qu'il me disait, il dit... en quelle année, il était... rough, on parle de 2000... Quand j'ai commencé à 2012, 2013, quand j'ai commencé, je te dirais... Dans NBA, il y avait déjà du 20-30 millions, mettons, par année pour des bons joueurs. Oui, et puis il travaillait, il était advisor avec cette firme-là pour justement aider les joueurs à bien structurer leur argent. Okay? Et ce qu'il disait, les avocats qui travaillaient avec eux autres, il leur donnait, quand ils signaient leur gros contrat, il leur donnait un certain montant. Il dit, garde,
va t'acheter ta Lamborghini, va t'acheter whatever, leur donner, je sais pas, 1 million, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec. Ensuite, il leur donnait une allocation chaque mois. On s'entend 3 semaines plus tard, il n'y en a plus. Là. Non, ben, ils allaient se gâter, mais ça enlevait, le but, ce qu'il me disait, c'est que ça enlève rapidement le besoin d'aller tout le temps acheter des bébelles ou peu importe. C'était fait, parce qu'une fois que tu l'as fait, là, une fois que le gars, il a son gros char dans la cour, là, la magie n'est plus là, là. Il va se rendre compte que finalement, ben, c'est bien, mais c'est pas une finalité en soi. Est-ce que c'est parce que tu penses, est-ce que le secret du bonheur, d'une certaine manière, comme entrepreneur, est peut-être plus dans la chasse que dans... Ben c'est ça, la grosse leçon. C'est que, dans le fond, t'arrives, ces gars-là, là, avec, ils n'allaient pas être fulfillés, si tu veux, avec ça. Ils allaient enlever ça de leur système. C'est cool, j'ai la grosse maison, j'ai la grosse bagnole, tout le monde est content. Après, ils avaient une allocation sur laquelle ils vivaient chaque mois. On s'entend, c'est des allocations. C'est pas ton argent de poche à toi en haut. C'était des allocations, si tu veux, qui étaient beaucoup plus conséquentes. Mais l'argent était toujours bien investi et protégé parce qu'ils avaient mis ça en place. Parce que souvent, beaucoup de leurs clients, ce qu'ils voyaient, c'est qu'ils allaient être complètement fauchés au bout d'une couple d'années. Puis ça arrivait souvent dans le milieu sportif, que ce soit des acteurs, etc. Fait que, pour en revenir à ta question, ce que je recommande de faire, c'est que oui, c'est correct de se gâter, mais ayez une stratégie pour investir cet argent-là comme il faut et ne vivez pas au-dessus de vos moyens dans ce temps-là. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est la business, c'est toujours up and down. Même si tu vas faire du cash une journée, c'est pas garanti que tu vas en faire non plus le lendemain. Donc, il faut vraiment, je te dirais, le plus tôt possible, entrer dans une optique d'efficience financière. Savoir c'est quoi mes living expenses, puis c'est quoi que je veux réellement, de l'entrepreneuriat. C'est quoi que je veux en ressortir. Quand tu as enlevé le côté financier de l'équation, c'est-à-dire que tu fais ton argent ou tu t'es gâté, tu as eu tes bébelles, c'est quoi que tu as derrière ça? Puis souvent, c'est beaucoup plus que le gain financier. Tu vas rechercher, comme tu dis, la chase, le processus, la game de jouer le sport, entrepreneurial qui est important. Ça fait que, ouais, je te dirais que c'est ça que je te dirais si tu commencerais là, à faire de l'argent. Parce qu'on le voit dans le livre The Infinite Game de notre Simon Sinek national. Si je n'avais pas lu ça, j'imagine qu'il existe en français. S'il n'existe pas, prenez des cours d'anglais. Mais ceci dit, tu sais, comme quoi que c'est jamais terminé. Tu sais, la self-actualization, autrement dit, de se remettre à jour constamment. Tu sais, tes défis d'aujourd'hui, puis on en parlait tantôt off-mic, tu sais, très souvent, c'est que tu penses qu'au début, comme entrepreneur, le plus dur, c'est commencer. Ouais. Puis tu réalises, pas quand tu es rendu, mais quand tu as un bout de fête, que en réalité, c'était le temps le plus facile que tu as eu au début. C'est souvent le temps le plus fun aussi. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, t'as pas de giga overhead. Tu veux travailler plus, tu travailles plus. Tu veux travailler moins, tu travailles moins. T'as pas nécessairement de gestion de staff à faire. Donc, tu sais, il y a tous ces bouts-là quand on va... Les 3/4 des entrepreneurs là, à qui tu vas parler, qui ont eu du succès, là, ils s'ennuient terriblement du moment, de cette période-là. La période de grind, la période de départ, la période de création. Puis, je pense sincèrement là, que la liberté créative est beaucoup plus importante dans l'équation pour un entrepreneur que la liberté financière. Parce que d'habitude, tu sais, en règle générale... Parce que je pense que quand tu es ça dépend. Moi, je vois une différence toujours entre un businessman et entrepreneur. Okay? Un entrepreneur va être une business person par nécessité, mais une business person n'est pas nécessairement entrepreneur en tant que tel. Un entrepreneur, c'est une personne qui apporte des solutions créatives à des problèmes réels. Donc, t'aimes ça régler des problèmes, t'aimes ça ramener des solutions à des problèmes réels. Et je pense que le fulfillment, comment tu dis ça du fulfillment? La réalisation? L'actualisation ou le phénomène de... Le fulfillment, c'est vraiment la réussite, dans le fin fond, là. Oui. Tu sais, de te sentir vraiment accompli, l'accomplissement. L'accomplissement. C'est ça qu'on cherchait. L'accomplissement est réellement à travers la création. Puis je pense que on l'oublie souvent derrière. Au départ, c'est certain, on va courir un peu plus après l'argent, mais puis c'est normal parce que la business fait partie de la game. Mais c'est l'oxygène de la business aussi. C'est de l'oxygène, c'est un fuel, puis c'est bien. Mais honnêtement, l'entrepreneur va rechercher son actualisation à travers sa création. Fait que la liberté créative est super importante. Moi, je l'ai réalisé réellement, comme je te dirais, 7-8 ans là, in business, là, je me suis rendu compte que, OK,
c'est ça réellement qui me drive. Puis j'ai réaligné mes objectifs là, comme à travers ça. Parce que je voulais, oui, vivre une bonne vie, mais j'aime tellement créer. J'aime tellement builder. Tu sais, comme... T'es-tu d'accord que le but financier, ça reste un but financier jusqu'à temps que tu l'atteignes? Ouais. Puis un coup que tu l'as, c'est comme, bon, OK, what's next? Mais le but financier est une nécessité pour faire ce que tu fais. Exact. Tu vois-tu? Ben, c'était validation aussi. Oui, mais après, la validation, ça dure un certain temps. Tu sais, quand t'es jeune, surtout quand tu es jeune, tu vas aller chercher une certaine validation d'un point de vue financier. Que, ben, si je roule avec tel char, je porte tel vêtement, ou peu importe. Mais à la limite, tout le monde s'en fout un petit peu. Tu sais, tu vas pas impressionner grand monde longtemps. Puis si tu joues ce game-là, tu es en train de me dire que V-Drive, dans le fond, ils n'ont pas raison, là. Non, mais... Non. Hey, ils font... Honnêtement, là, si c'est sur leur grande vision... Absolument, they're winning. Si tu le fais juste pour impressionner X, Y ou Z, là... T'as des ennuyés des fois, peut-être, tu sais? Ouais, mais ça dépend. Est-ce que c'est une game de comparaison et de compensation ou c'est une game de comme... C'est une réflexion de la valeur qui est réellement ajoutée? Parce que si tu le fais pour impressionner les autres, t'es-tu réellement épanoui dans ce que tu fais? Je veux dire, ceci dit, j'en connais beaucoup aussi qui sont... très bon dans ce qu'il fait, très créatif, etc. Mais du côté business, ça va pas très bien non plus. Fait que ça, il faut faire attention de ce bord-là. Il ne faut pas négliger le côté business, mais il faut comprendre qu'est-ce qui nous allume, nous autres. C'est d'être très clair sur où est-ce qu'on s'en va, puis pourquoi est-ce que je m'en vais là. L'appropriation d'ambition, là, c'est un problème. Là. Tu vas regarder quelqu'un, tu vas dire « Hey, moi, je veux ci, moi, je veux ça, parce que lui a ci. » Mais c'est pas tes vraies ambitions à toi. C'est un peu là, je voulais t'amener tantôt, quand on parle des réseaux sociaux, parce que ils disent en anglais « The comparison is the thief of joy ». Comme quoi, la comparaison, c'est le voleur de bonheur. Donc, tu sais, des fois, là, si tu enlèves tout ce qui est alentour, disons qu'il n'y aurait pas de médias sociaux demain matin, à qui tu te comparais, puis bien souvent, ça serait peut-être quelque chose qui... Parce qu'on montre beaucoup le beau. Hein? Sur les réseaux, là... Ben, il faut vendre aussi. Ben, moi j'essaie de montrer tout. Je passe de ton côté aussi. Puis c'est pour ça, souvent, qu'on ramène... D'ailleurs, avec l'instigateur, le mastermind, la réalité, la vraie patente. Il faut faire attention quand les gens se comparent. Ils vont se comparer à quelqu'un qui est, entre parenthèses, rendu, ou du moins qui montre qu'il est rendu, avec leur situation actuelle, de dire « Oh my God, mec, je suis à sa place, je vais tellement être wow », quand en fait, c'est-tu ton rêve à toi ou c'est son rêve à lui? Mais d'un point de vue marketing, j'utilise toujours l'analogie du chocolat et du brocoli. OK? Vie de rêve, c'est du chocolat. On va te montrer, c'est bon, ça goûte bon, on en veut plus. Mais si tu veux des vrais, si tu veux être en shape, faut que tu manges tes brocolis. C'est la partie moins sexy. Moi, si je te montre des brocolis là, sur Vie de rêve, là, moins le fun, c'est-tu d'être attrayant? Fait que je pense qu'il y a une place à faire. Je pense que le marketing doit faire rêver les gens d'une certaine façon. OK, c'est important. Mais sans oublier qu'il y a un autre côté derrière ça. Il y a du brocoli. Derrière, puis tu apprends à aimer le brocoli. Ce qui rend le chocolat encore meilleur quand tu apprends à l'aimer le brocoli. Tu comprends-tu? C'est quoi le vrai ratio, mettons, entre toi et moi? Là, on parle de brocoli comme le hard work, le grind, faire les affaires qui ne te tentent pas quand c'est le temps, versus le choco. Parce que je trouve qu'on voit beaucoup de chocolat. Right? On voit beaucoup de réussite, de fling-flang, de R8, puis de « Ha ha ha, I got this ». Puis je trouve qu'il manque un peu de la vraie patente en arrière. Comment tu fais pour savoir si tu es rendu, puis également de faire attention aussi, de ne pas tomber dans le « OK, je l'ai fait, je suis satisfait, puis je déplogue, puis je m'assis dessus ». Comment tu fais pour le gérer, ce bout-là, de rester humble un peu dans la victoire? C'est un gros problème, ça, d'être complaisant, justement, quand on l'a eu, admettons qu'on a quelque chose qui roule, de trouver le prochain défi. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est brûler le bateau. On va brûler le bateau, puis on va rebâtir à nouveau. Ben, c'est parce que probablement qu'ils aiment ça entreprendre, donc commencer des choses. Mais voilà, mais d'où l'importance d'aller installer des choses dans ta business qui sont pas nécessairement... C'est pas sexy, les opérations, tu comprends-tu? C'est pas sexy de bâtir des systèmes opérationnels dans une business. C'est pas ça qui va vendre, là. Mais c'est nécessaire pour pouvoir continuer à faire ce que tu vas faire. Fait que tu sais, comment je peux dire? Ça va dépendre du contexte de la personne. Mais en règle générale, ce que tu vois sur les médias sociaux, c'est la finalité, c'est la résultante. C'est le chocolat que tu as à la fin, la récompense. C'est pas le grind. Puis encore une fois, attends une minute, le grind, il faut faire attention à ce mot-là. C'est un gros mot aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rentrent juste « Oh, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit difficile, c'est juste du grind, juste du grind ». Il y a une constance à avoir. C'est comme d'aller au gym.
Tu comprends-tu? Si tu grindes tout le temps au gym, là, à un moment donné, ça va péter. Là. Mais tu vas au gym, pourquoi? Il faut que tu aies une constance qui vienne avec ça. Puis il faut avoir un certain fun à le faire. Il faut t'accepter aussi que, tu sais, comme moi, si tu t'entraînes 5 jours par semaine, moi, c'est ma règle de pouce là, que je donne à tous nos clients puis aux membres de l'équipe, c'est que tu vas avoir, sur tes 5 entraînements, tu vas en avoir un excellent, tu vas en avoir 2 moyens, puis 2 qui vont être soit à chier, soit moyens par chance. Et si jamais une semaine, tu as 2 workouts excellents, là, méfie-toi parce que ça se peut que tu en aies 4 de crotte la semaine d'après, mais show up pareil. Vas-y pareil, parce qu'en allant au bâton plus souvent, tu as plus de chances de frapper des simples, des doubles, des triples, plutôt que juste des circuits en essayant tout le temps de swinguer pour la fin. En pensant que si tu vas en entrepreneuriat en pensant que ça va être sunshine and rainbows all the time, là, va pas là. Mais souvent, il y a des programmes de coaching qui te vendent exactement ça. Je sais. Le problème, il est là. Yeah. Okay? Donc, après, il faut écouter. Oui, le marketing doit rêver, doit faire rêver. Pas rêver, il faut présenter la possibilité. Mais, regardez, faites attention à la sémantique des fois. En faisant seulement ça. Le système à 3 étapes que seulement, tu as seulement besoin de faire ça, puis tu vas avoir ça. Travail de ton laptop 2 heures par jour, n'importe où dans le monde. Mais je pense que le monde est plus dupe maintenant. Ça a marché à un moment donné, mais comme, le monde est-tu vraiment dupe de tout ça, je veux dire? Alors, c'est peut-être que je connais la game. Les académies de closing en ligne, Dave, sont un bel exemple. On voit les pubs en disant « Ah, tu vas faire 10 à 15 000 par mois en travaillant 3 heures par jour de ton laptop où tu veux dans le monde. » Fait que tu viens parler aux jeunes qui veulent voyager, qui veulent se trotter. Puis là, l'autre affaire, c'est OK, mais si tu es à Singapour, là, puis tes appels sont au Québec à 6 heures le soir, là, des petites nouvelles pour toi. Oui, mais dude, mais le closing, c'est une petite fonction. C'est pas un business model. C'est une fonction de la vente. Tu vas aller closer, tu vas aller... Oui, ça fait partie du processus, mais c'est pas la business. La business, là, le 95% avant le closing, par exemple, c'est ce qui est fait en amont. Sans l'entrepreneur, le closer est fuck all. True. Tu vois-tu? True. Ça fait que, oui, possiblement que tu peux le faire si tu es pairé avec un entrepreneur qui va te ramener des leads et qui va te ramener des prospects à closer. Mais sans l'entrepreneur avant ça, t'es quoi? T'sais? Fait qu'il faut faire attention à ces choses-là. Oui, on va arriver avec un appel primaire aux besoins primaires de la personne, plus de temps, okay? Plus de liberté, plus de liberté créative, liberté de temps et liberté financière, souvent, parce qu'on deal avec des personnes peut-être qui ne sont pas nécessairement entrepreneuriales. Donc, il faut se dire aussi, si on te propose un système qui est tout cuit dans le bec, là, fort probablement, là, ça va être un peu plus difficile pour toi. Le bon vieux done for you, hey, juste à t'asseoir et ça part. Non, non. Tu peux prendre un système, le dupliquer, le faire, mais c'est pas sans travail. Regarde, quand je t'ai fait, par exemple, la méthode EPV, nous, qu'on utilise à l'Académie pour aider à vendre, OK? Je peux te le vendre comme un système à 3 étapes que tu plug and play. Hein? Je peux te le vendre de même. Tu l'as passé le process. Oui. C'est du travail, ce process-là? C'est pas juste 3 étapes. Bon. Puis tu as besoin de bras, puis tu as besoin d'aide. Exactement. C'est beaucoup de travail. Ceci dit, ça fonctionne, il faut que tu l'appliques, mais c'est beaucoup de travail. Fait que c'est sûr, moi, si tu me vends tout le process au complet, avec vraiment les in and out, sûrement je ne l'achèterai pas. Ben non, c'est du brocoli. Exact. Yeah. Mais il faut que je le présente, je te le package dans du chocolat. Yeah. Ceci dit, il faut pas... La responsabilité aussi, c'est de comprendre que ces choses-là, c'est comme ça que tu vas... Comment je fais ça? Il y a un marketing qui doit être fait, mais il y a la diligence aussi de comprendre ou la lucidité de comprendre que c'est pas juste ça. Tu comprends-tu? Fait qu'il faut faire attention à ces choses-là. Oui, il y en a qui badigeonnent le marketing sale, mais ouais. Ce serait quoi ton conseil à donner à un jeune, disons, de 30 ans? OK, ben un jeune, on peut dire ça, on a 42, là. Fait que, OK, ça fait mal, mais c'est ça pareil. Tu vois quand on n'avait pas de poils gris sur la barbe? Back in the days. Fait qu'un gars de 30 ans aujourd'hui qui commence à faire, là, disons, on dit 12 à 15 000 récurrents par mois et qui commence à connaître du succès, comment tu le mettrais en garde, justement, contre les pièges qui sont présents pour lui, pour être certain qu'il ne tombe pas dans le panneau, puis qu'il puisse devenir prospère, stable, et être capable de répliquer son succès en restant affamé et en ayant du fun? Yeah. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? De 12 à 15 000, c'est pas énormément d'un point de vue business. Comme le problème, souvent, c'est je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont prendre ce 10 à 15 000 $-là,
qui vont se le mettre dans les poches directement. Yep. OK? Donc, la business devient leur banque. Et puis, ils ne développent pas le réflexe, si tu veux, de bâtir une business qui est profitable. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour vivre? Combien ma business génère? Sachant que pour avoir une business profitable, il faut que je me génère un profit. Tu vois, par exemple, moi, ce que j'aime faire, j'aime beaucoup la méthode Profit First, par exemple, OK? Ou qui te force à sortir 10% de tes revenus comme un profit. Et là, tu travailles avec 90% de ton restant que tu vas amener dans ton marketing, que tu amènes dans tes opérations, dans ton salaire, etc. Donc, ça te force à avoir une discipline financière dès le départ. Et souvent, c'est la discipline financière qu'ils n'ont pas là. Donc, d'installer une routine, une discipline financière au départ va t'assurer de comprendre la logistique, la dynamique d'une business profitable. Après, si tes revenus descendent, ben, c'est de regarder comment est-ce que je restructure, sachant que j'ai tant à dépenser en marketing, tant à dépenser en opération, comment est-ce que je structure ou restructure durant la baisse, admettons, de revenus, et également, comment est-ce que je fais pour le faire quand j'ai une augmentation de revenus. Ça fait que d'avoir cette discipline-là, ou ce regard-là financier est méga important dès le départ. Donc, de connaître ces chiffres, entre autres. Oui. Ce serait la première chose, Ben, faire un bon audit. C'est comprendre ces chiffres, le nombre de personnes qui, comme, l'argent rentre, ils vont le dépenser aussitôt, ils ne savent pas combien est-ce qu'ils dépensent en opération, ils ne savent pas combien est-ce qu'ils dépensent en marketing. Des personnes qui overspend. Moi, c'est le gros de ma job. Quand je prends quelqu'un en mentorat, c'est le gros de la job. Je rentre là-dedans, je vais disséquer. On va regarder. On va regarder combien tu fais, on va regarder combien tu dépenses, puis on va regarder aussi les dépenses inutiles. Oh man, on va doger ta business. Non, mais vraiment, on va aller regarder sur ton efficience parce que souvent, tu sais, des affaires, c'est comme des compagnies qui sont là, oh ben là, on sort pas assez d'argent, il faut faire plus. Puis tu regardes tu regardes les finances de la compagnie, puis tu vois qu'il y a un retainer de 8 000 $ pour telle compagnie qui ne livre pas la marchandise pantoute. Je sais pourquoi tu payes 8 000 $ pour ça. Tu peux faire exactement la même chose pour à peu près 1 500 $. Ah oui, penses-tu? Mais oui. Fait que là, on vient de te libérer 6 500 $. Est-ce que là, justement, au lieu de faire des décisions qui sont basées sur le court terme, faut que je vende plus maintenant, là, on va regarder, OK, tu viens de libérer cet argent-là. Est-ce qu'on peut l'investir sur quelque chose qui va t'assurer, tu sais, du long terme, où tu peux aller amener ta business à un autre niveau? Est-ce que tu peux mettre cet argent-là de côté aussi? C'est ça le problème. Souvent, le monde se stretch de façon inutile parce qu'ils n'ont pas aucun contrôle sur leurs dépenses. So, moi, si je suis un kid aujourd'hui et j'écoute ça, j'espère que j'ai pris des notes. Et je dis un kid. Un jeune entrepreneur qui a du succès. Il n'y a pas juste des kids, man. C'est vraiment comme tout. Yeah. Beaucoup d'entrepreneurs le font. Puis ça fait partie de la courbe entrepreneuriale. Ça fait partie de la responsabilité. Mais il faut aller là. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs pensent que ça va être comme facile, puis j'ai pas besoin de regarder ces choses-là. Puis c'est toujours, on regarde le revenu, on regarde pas les dépenses. C'est comme, come on. Alors, je pense que notre réflexe premier est toujours d'augmenter le revenu, mais je pense qu'on devrait toujours regarder en premier lieu, c'est tout le temps le bottom line. Quand on fait notre revenu, moins nos dépenses. C'est quoi ton net à la fin? C'est quoi ton net à la fin? J'espère qu'il en reste, mais la plupart des gens, souvent, ne vont pas s'incorporer parce qu'anyway, ils vivent avec chaque cent 40. Mais Seb, ça, c'est une affaire, par exemple, au niveau... OK, on parle des réseaux sociaux. Là. Yep. J'ai fait 1,5 million l'année dernière. Excuse-moi, mais si tu fais 1,5 million de revenus et tu es dans la construction, tu as fait un triplex. Fuck off. Okay? If that! Non, mais c'est pour ça, il faut regarder le contexte, mais aussi il faut regarder comme c'est quoi ton net à la fin. Mm-hmm. Ça, là, j'ai compris ça. Je me souviens quand je suis rentré dans le fitness marketing dans les années 2000, et puis il y avait ce gars-là que tout le monde regardait comme un demi-dieu parce qu'il générait 20 millions par année. Okay? Puis c'était comme, le monde était holy fuck, c'est lui. Puis finalement, tu te rends compte que lui, ses canaux d'acquisition, c'était seulement du paid traffic. Puis à la fin de la journée, sur 20 millions de revenus, il avait 19,5 millions de dépenses en paid advertising, en opérationnel. Fait qu'il n'était à demi-million par année, qui est très bien, qui est très, 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 très raisonnable. Mais là, j'étais comme, fuck. Il y a 20 millions de problèmes. Moi, mon net, je commençais, puis tout ça, puis mon net était comme pas si loin que lui, puis j'étais comme, je suis très loin de faire 1 million, faire 20 millions, tu comprends-tu? Fait que là, j'ai remarqué que beaucoup de monde jugeait le livre par le chiffre d'affaires et non pas par l'argent que cette personne-là avait à la fin de la journée. T'sais? Puis moi, j'ai pris une décision aussi, me dire, pourquoi est-ce que je me prendrais les headaches d'avoir une business à 20 millions si je peux netter bien mieux
si tu veux, avec une plus petite business. Puis ça, c'était ma décision personnelle, OK? Si tu veux bâtir une business à 30, 50, 100 millions, go for it, tu sais. Mais tu n'auras pas les mêmes implications d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue liberté de temps, que si tu as une business qui est plus petite, mais beaucoup plus efficiente. Si tu veux, avec un aide beaucoup plus important. Fait que ça, il faut regarder ça aussi. Le contexte de la business, on sait-tu réellement le net de cette personne-là? Est-ce que la business est une business? J'entends beaucoup, j'ai une business à 7 chiffres. Mais c'est une business à 7 chiffres parce que ça fait 7 ans ou 8 ans qu'ils sont en business et ils cumulent le total d'argent qu'ils ont fait. OK? Ah, pas vrai, là, pas vrai. Ouais? Oui. OK, fait que 150 c'est 000 pratique par année courante, pendant là. 7 ans, Ouais, c'est une business à 7 chiffres. Ah, OK. OK? Moi, dans ma tête, une business à 7 chiffres, c'est par année là, de revenus. OK? Idéalement. Puis voilà. Même une business à 7 chiffres, ce serait pour moi 1 million restant à la fin de l'année. Alors, tu vois? Vraiment. Fait que quand tu as une business à 7 chiffres net, là, on est ailleurs. Là, on est ailleurs. Fucking right, man. Fait que dans le fond, là, ce qu'on veut, on veut éviter d'avoir un gros diesel américain sale qui mange tout ce qu'on met dedans versus une belle mécanique allemande qui roule au quart de tour. Voilà. Right? Voilà. Ça dépend. Les Volkswagen américains ne sont pas de job pour le... Ouais, ça fait au Mexique, un peu aux US. Donc, guys, si j'avais appris quelque chose aujourd'hui, droppez-nous un follow, droppez-nous un like, laissez un commentaire aussi, parce qu'on va avoir d'autres épisodes chaque semaine. Et d'ailleurs, on va avoir d'autres épisodes. Venez nous voir en live. Les mercredis, midi des instigateurs. Donc, on est live chaque semaine sur Instagram. Et vous allez nous écouter sur les plateformes. Podcast. C'est vrai, sur toutes les plateformes. Fait que n'importe quelle plateforme, LinkedIn, Insta, Facebook, on est là. Venez nous voir en direct. Manquez pas ça. Et les épisodes vont être disponibles sur Spotify, Apple Podcast et toute la patente. Manquez-nous pas sur YouTube. On se revoit dans 2 semaines et la semaine prochaine en audio. Let's go, Big Daddy. Peace.